Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je vais vous présenter, pour alimenter le débat, un certain nombre de faits en fait, qui s'appuient sur des études que nous avons réalisées pour différentes associations industrielles, France Chimie, le CEFI, Concawe, mais également de nombreuses discussions avec des industriels utilisateurs de PFAS dans le secteur de l'aéronautique, des semi-conducteurs ou de la pharmacie. Mon exposé en fait, ce matin, ce sera de vous présenter en fait, les usages en fait, de ces PFAS avec une vision quantifiée pour qu'on prenne une idée de l'ordre de grandeur en fait, de quels sont les PFAS utilisés dans les procédés industriels. Et je prendrai la chimie comme un exemple spécifique. Après, de regarder quels sont en fait, les mécanismes de substitution possibles, parce que sur un certain nombre d'applications, il y a des substitutions qui sont envisageables. Par contre, les chaînes de valeur ne sont pas toujours aujourd'hui complètement mature pour permettre cette substitution de manière rapide. Et puis, dernier point, c'est des pistes d'action qui ont déjà été lancées et qui peuvent être amplifiées dans les prochaines années. Pas passer beaucoup de temps sur les PFAS, ça a été déjà très largement discuté ce matin, mais c'est une très vaste famille de composés chimiques, hein, entre 4000 et 15 000 molécules avec des propriétés physiques, mécaniques, chimiques, thermiques et électriques qui sont assez uniques. La bonne nouvelle, c'est que dans mon exposé de ce matin, je ne vais pas vous parler de 4500 ou 10 000 types de molécules, je vais parler d'une trentaine de molécules, en fait, qui sont principalement utilisées dans les industries de process. Les industries de process, ce sont des industries qui sont souvent très capex intensives, l'ordre de grandeur dans le secteur de la chimie, mais c'est la même chose dans le secteur de la métallurgie. C'est 10% du chiffre d'affaires qui est investi chaque année pour construire ou maintenir des usines. C'est une industrie aussi qui est fortement réglementée et qui a des exigences de sécurité HSE qui sont très fortes, et donc lequel, comme elle manipule des substances chimiques à haute pression, haute température, a des exigences très fortes. Mais donc, ces propriétés sont utilisées dans beaucoup de secteurs, et on le verra en particulier dans le secteur de la chimie. Pour donner une vision un peu quantifiée, et je n'avais pas effectivement cette information qu'il y avait à peu près 6 millions de tonnes d'acide fluorhydrique qui étaient émises par les volcans chaque année, mais j'ai voulu repartir en fait de ces PFAS dans une vision quantifiée au niveau mondial. Tous les PFAS en fait, dérivent de la fluorine, c'est à peu près 8,8 millions de tonnes à l'échelle mondiale qui sont extraites chaque année. Un essentiel de cette fluorine est utilisé dans l'usage direct, en fait, principalement dans la métallurgie, dans le ciment. Il y en a à peu près une quarantaine de pourcents qui sert à faire de la production d'acide fluorhydrique. Dans ces 40%, certains sont utilisés directement dans des applications dans le secteur de l'acier, dans le secteur du verre, comme dans la catalyse. Et vous avez à peu près 60% d'entre eux qui vont rentrer dans de la chimie organique pour fabriquer des PFAS. Donc ça fait à peu près 2 millions de tonnes par an au niveau mondial. Dans ces 2 millions de tonnes, vous avez environ un quart de ça qui va dans des fluoropolymères, on va revenir dessus, les gaz fluorés, et puis ensuite tout un ensemble d'applications très variées, la plus connue parmi elles étant tout ce qui va être les mousses anti-incendie dont on a parlé, mais évidemment après des applications dans le secteur de la pharmacie, où on a des quantités qui sont d'un ordre de grandeur plus basse et une diversité des molécules plus faible. Donc, maintenant, mon exposé va principalement se concentrer sur le bas, en fait, donc sur les fluoropolymères et les gaz fluorés, sachant que dans les gaz fluorés, en fait, l'industrie est assez peu utilisatrice par rapport à d'autres secteurs, comme dans lequel, par exemple, l'agroalimentaire ou dans le secteur de la distribution, où les gaz sont très utilisés pour tout ce qui est réfrigération. Pour faire un zoom sur les fluoropolymères, c'est à peu près 450 000 tonnes au niveau mondial. C'est assez largement dominé par les PTFE, les téflons, hein, sur son nom commercial. Viennent après les PVDF, puis ensuite les FEP, des fluoroélastomères et d'autres. Si on regarde ensuite en termes d'application, ces fluoropolymères, donc, qui ont des propriétés assez uniques, et on y reviendra, sont utilisés à peu près à un tiers de leur tonnage dans des applications industrielles, dans le secteur de la chimie, mais également dans tout un autre ensemble de procédés de transformation des industries de process. Vous avez à peu près un quart de ça qui va rentrer dans le secteur de l'électronique, de l'électricité, dans tout ce qui va être semi-conducteur, dans des applications qui sont extrêmement critiques, dans l'automobile également, notamment via tout ce qui va pouvoir être les batteries, le bâtiment et la construction, et ensuite un certain nombre d'autres secteurs. Mais ce qui est caractéristique, ce sont vraiment des applications qui sont dans des industries qui sont critiques et sur lesquelles les substituts, on le verra plus tard, sont compliqués. C'est des matériaux qui sont plutôt onéreux et ce n'est pas un choix, je dirais, économique qui a tiré ces usages, c'est vraiment des questions de performance de ces matériaux. Après, dernier point qui est important, c'est la production en fait, de ces fluoropolymères. Vous avez à peu près la moitié de ces fluoropolymères qui sont fabriqués en Asie,
Le reste, en fait, si on prend l'Europe, c'est à peu près une vingtaine de %, et puis ensuite les États-Unis à peu près à parité, ensuite répartis dans le reste du monde. La complexité, lorsqu'on a fait cette étude d'analyse d'usage des PFAS dans le secteur des industries de process, c'est la complexité des chaînes de valeur. On en a parlé un petit peu plus tôt ce matin. Les fluoropolymères, enfin, ça commence effectivement par des matières premières, ça c'est relativement simple. Par contre, plus on va descendre les chaînes de valeur, en fait, ces polymères sont formulés dans des matériaux qui eux-mêmes sont ensuite intégrés dans des composants, puis dans des pièces qui sont ensuite intégrés dans des équipements industriels complexes. Et dans la plupart des cas, si on regarde en fait pour des industriels, ils n'achètent pas en fait un fluoropolymère par nécessité, mais ils achètent une fonctionnalité. Et il y a souvent en fait une vraie difficulté pour eux d'identifier dans leur site industriel où se trouvent les fluoropolymères. Ils savent quels sont les équipements qu'ils ont achetés. Sur un certain nombre d'équipements, on sait que ce sont des fluoropolymères, par exemple sur tout ce qui va être dans des réacteurs lorsqu'il y a un lining en téflon. Par contre, sur beaucoup d'autres éléments, sur du câblage électrique ou sur des sensors, il n'y a pas en fait une connaissance forte des industriels sur l'usage de ces fluoropolymères. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, et donc ce qu'on a souhaité faire dans ces études, en fait, c'est de combiner à la fois une approche assez macroscopique en partant du haut des ordres de grandeur, mais également on a interrogé beaucoup d'industriels pour avoir une vision assez granulaire en fait des usages de ces fluoropolymères dans les équipements industriels. Si je vais sur la page suivante, si on fait maintenant une vision un petit peu qualitative de où se trouvent en fait ces fluoropolymères dans les applications industrielles, ils sont présents en fait dans des composants, dans tout ce qui est joints d'étanchéité, dans des connecteurs, sur de la tuyauterie, sur des joints de dilatation, dans des vannes. Ils sont également utilisés par exemple sur des revêtements, dans des peintures pour avoir des durabilités qui sont élevées et protégées contre la corrosion. Ensuite, ils intègrent en fait de très nombreux équipements en fait, industriels dans le secteur de la chimie. C'est présent dans les colonnes de distillation, c'est présent dans les cristalliseurs, dans les évaporateurs, dans les séparateurs, dans les réacteurs. Donc, dans énormément d'équipements industriels d'une usine de chimie, vous allez trouver ces fluoropolymères. On va les trouver également, mais c'est de manière plus limitée, en fait, des gaz fluorés dans des sites industriels de l'industrie de process, soit dans des tours de refroidissement, soit pour des systèmes de réfrigération dans des procédés chimiques assez spécifiques. Pour vous donner maintenant une vision quantifiée, aujourd'hui, si on prend l'Europe, c'est à peu près un stock de 25 000 tonnes de fluoropolymères qui sont aujourd'hui déployés dans des sites industriels, les 13 000 usines en fait, de chimie à l'échelle européenne. Dans ces 13 000, donc ça veut dire à peu près 2 tonnes en fait, pour un site industriel typique, et s'ajoute à ça à peu près 4 000 tonnes de gaz fluoré qui sont dans des sites industriels dans le secteur de la chimie. Si on essaye d'extrapoler ça sur des industries de process un peu plus loin, je pense que l'ordre de grandeur, c'est à peu près un ratio de 1 à 10 au maximum. Si on regarde après ce que ça veut dire très concrètement, ça veut dire qu'on va avoir au sein d'une usine de chimie une vingtaine de milliers de composants unitaires contenant des fluoropolymères qui pèsent chacun, voilà, c'est entre 100 et 100, enfin une centaine de grammes en fait. Certains sont des éléments plus massifs, si on est sur des tuyauteries, sur des revêtements dans des réacteurs. Par contre, dans un certain nombre d'autres cas, ça peut être quelques grammes en fait, qui sont utilisés dans des sensors. Et donc ça, c'est la vision de stock. Donc on est environ sur 250 à 300 millions de composants en fait, déployés dans des sites industriels en Europe qui contiennent aujourd'hui des fluoropolymères. Si on regarde une vision dynamique, pour se dire, finalement, ça c'est la vision d'un stock, à l'horizon sur 2025. Si on prend dans une vision dynamique, on peut partir à peu près d'une durée de vie typique d'une dizaine d'années en fait, pour ces composants, sur un certain nombre de choses. Ça peut être plus long dans un certain nombre de cas, ça peut être un peu plus court pour d'autres, mais ça veut dire qu'on a entre 25 et 30 millions de composants fluoropolymères qui sont installés ou démontés des sites industriels chaque année dans le secteur de la chimie en Europe. Maintenant, si on regarde en termes d'enjeux de substitution, il y a quatre grands domaines en fait, qui sont en fait des challenges à traiter pour les industriels et sur lesquels les industriels, les fabricants de matériaux et les équipementiers doivent travailler. La première chose, c'est qu'on n'a pas d'alternative systématique identifiée pour l'ensemble de ces équipements. Et la performance relative de ces équipements avec des matériaux alternatifs n'est pas toujours la même. Le deuxième sujet, c'est qu'on a parfois des chaînes de valeur qui n'ont pas la maturité nécessaire pour remplacer à grande échelle ce type d'équipement. Si je prends des ordres de grandeur, on va le voir après, mais quand
vouloir remplacer tous les réacteurs par des astéloïdes. Il y a un problème économique, mais il y a également une capacité de l'industrie à produire en quantité nécessaire ce type d'équipement. Le troisième élément, c'est si on dégrade en fait la performance, ça a des impacts très substantiels sur les coûts indirects, les coûts de maintenance. On va avoir des usines qui vont être moins fiables, qui vont avoir des coûts de maintenance plus élevés, avec des fréquences d'arrêt plus élevées. Et donc ça va impacter notre taux d'utilisation des capacités dans un contexte qui reste assez compliqué pour l'industrie chimique européenne et pour les industries de process compte tenu du prix de l'énergie. Dernier point, c'est que se posent des questions également sur les besoins d'investissement. Il va falloir qu'on distingue en fait des enjeux de substitution sur des sites existants. Un site industriel dans la chimie, c'est des sites qui vont durer typiquement entre 20, peut-être même 40 ans dans un certain nombre de cas. Et ça peut être aussi des décisions d'investissement dans lesquelles en fait des industriels vont se poser la question de savoir est-ce qu'on construit en Europe ou est-ce qu'on construit ailleurs, sachant que derrière les produits de dégradation des PFAS, comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans la journée aujourd'hui, certains d'entre eux sont assez volatiles et on en va retrouver jusque dans l'Arctique. Donc ça veut dire qu'on va juste déplacer le problème, mais la pollution ne sera pas forcément traitée. La difficulté, si je fais un zoom sur le remplacement, c'est vraiment la combinaison de ces propriétés qu'ont les fluoropolymères dans les applications industrielles. Si vous cherchez des matériaux qui ont des performances en termes de résistance chimique, de résistance thermique, de résistance mécanique qui sont identiques, vous allez pouvoir chercher des matériaux qui ont des propriétés similaires sur une de ces dimensions. Le grand challenge en fait pour l'industrie et qui a fait que les fluoropolymères ont été adoptés à beaucoup d'endroits, c'est qu'ils ont cette capacité à accumuler des propriétés très fortes, mais sur ces différents axes. Et donc c'est un énorme challenge en fait de substitution. On peut identifier à certains endroits des matériaux alternatifs. J'en ai cité quelques-uns, les astéloïdes par exemple, les céramiques, le graphite, qui sont des matériaux qui peuvent se substituer à certains endroits. Ils vont avoir des caractéristiques également de durabilité très élevées. Donc même si on n'aime pas ce terme de polluant éternel, ils vont avoir une durabilité également qui va être très longue dans l'environnement s'ils se dégradent. On va pouvoir voir dans un certain nombre de cas certains matériaux haute performance, certains plastiques qui peuvent être intéressants à regarder dans certaines applications. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, c'est très complexe parce que là, j'ai pris l'exemple d'une valve. Mais en fait, les fluoropolymères, vous en avez à plein d'endroits dans une valve. En fait. Vous en avez sur le revêtement, vous avez dans l'organe de fermeture, dans le siège, vous en avez dans les joints. Et on peut identifier un certain nombre. Bon, il y a des fluoropolymères à chacun de ces endroits qui sont utilisés. Vous avez dans un certain nombre de cas des alternatives potentielles qui sont identifiées par les industriels. Par contre, la substitution va présenter un certain nombre d'arbitrages à faire, notamment des questions de durabilité. Mais c'est quelque chose qui est complexe et qui illustre aussi la complexité pour un industriel de trouver, d'identifier où est-ce qu'il utilise des fluoropolymères dans ses équipements industriels. Un enjeu aussi qui, pour moi, est essentiel à prendre en compte, c'est de se dire on va devoir changer la roue d'une voiture qui est en train de rouler. Une usine de chimie, si elle ne tourne pas, c'est quelque chose qui, en termes économiques, ne peut pas fonctionner. Donc on va se retrouver avec des éléments en fait, de devoir regarder sur des usines existantes. Si on n'a pas d'alternative et qu'il y a des interdictions qui sont fortes, on va être dans des situations où on peut mettre sous cocon pendant un certain nombre d'années le temps que la recherche et que l'innovation puisse apporter des solutions, quelque chose. Si on est sur des alternatives déjà identifiées, on va être potentiellement sur des durées d'arrêt qui sont assez significatives parce que si on a 20 ou 30 000 composants à aller changer au sein d'une usine, ça veut dire faire de la chirurgie à cœur ouvert dans des équipements industriels lourds. Donc c'est des enjeux qui peuvent vraiment interroger en fait, des industriels pour savoir est-ce qu'ils vont maintenir cet équipement industriel en Europe ou vouloir construire ailleurs. Dans le cas de nouveaux projets, évidemment, on a un certain nombre de géographies dans le monde qui sont moins, je dirais, exigeantes sur des standards environnementaux. Et si on est dans cette alternative identifiée, oui, on peut vouloir construire des usines avec entièrement en astéloïdes, etc. Il y a des questions sur la chaîne de valeur. Il y a également des questions de compétitivité économique qui vont peser assez lourdement sur des décisions d'investissement dans le secteur de la chimie. Ma dernière page, en fait, comme je vous montrais, c'est quelque chose qui peut se faire, qui va prendre du temps à être exécuté. Par contre, il y a déjà des choses qui ont déjà été engagées et qui peuvent être accélérées. La première chose, c'est innover dans la production des fluoropolymères. On en a parlé déjà ce matin. Il y a des processus de fabrication de fluoropolymères qui peuvent être potentiellement moins émissifs vers l'environnement, donc tout ce qui va être suppression des fluorosurfactants. On va pouvoir également
renforcer la qualité des matériaux. Il y a des exigences qui sont très élevées dans des groupes de chimie occidentaux sur la production d'un certain nombre de fluoropolymères. Les entretiens qu'on a faits avec un certain nombre d'utilisateurs de matériaux fluorés dans la fabrication d'équipements suggéraient que d'autres sources d'approvisionnement pouvaient générer des relargages de substances chimiques non attractives. Le deuxième élément, et ça c'est notre responsabilité des industriels dans le secteur de la chimie et plus globalement, c'est d'améliorer la traçabilité de la compréhension où sont ces fluoropolymères. Je vais montrer, c'est quelque chose qui est complexe, on parle de 20 à 30 000. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, je pense que si je vous demande la liste complète des équipements sur lesquels vous avez des fluoropolymères, c'est un challenge énorme à mettre en place. Donc il y a des solutions qui peuvent exister, ça peut être des partages d'informations entre les industriels de la chimie, mais ça peut être également de pouvoir mettre en place des passeports matériaux qu'on peut le voir dans certains secteurs, et puis de renforcer la responsabilité d'un certain nombre de fournisseurs pour communiquer sur des contenus fluoropolymères des équipements qu'ils mettent sur le marché. Le troisième élément, c'est de travailler sur la gestion de la fin de vie des PFAS. Voilà. Comment faire en sorte que ces 20-30 millions de composants contenant des PFAS en fin de vie chaque année dans le secteur de la chimie soient traités de manière, je dirais, pertinente, qu'ils puissent être détruits de manière performante. Donc ça veut dire faire monter en compétence un certain nombre de filières de destruction de ces matériaux. Et puis le dernier élément, c'est continuer l'innovation. Et là, les chimistes, vous êtes à la fois, vous avez un rôle moteur à jouer dans ces choses-là. C'est de la co-innovation, donc c'est de mettre ensemble des industriels, des utilisateurs, des fabricants de matériaux pour trouver des solutions innovantes. Et dans un certain nombre de cas, on l'a identifié, il peut y avoir des substitutions, il peut y avoir parfois un petit peu de surspécification. Voilà, on va se dire, on va mettre un joint en téflon, et c'est parce qu'il n'y a pas de risque avec ça. On peut parfois être un petit peu plus sélectif dans certains processus industriels moins sélectifs. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.